Alors, je sais que la légende des Bachagas, personnellement, j'ai beaucoup choqué, j'ai toujours été contre les Bachagas. J'ai toujours estimé que quand je sortais de chez moi et que je voyais à la mairie Liberté, Égalité, Fraternité, et que je voyais qu'en fait, ces trois termes n'étaient jamais appliqués, étant donné que le Bachaga, qui était un fonctionnaire payé par la France, avait des droits démesurés et qui faisait ce qu'il voulait sur ces terres. Par l'intermédiaire de ses adjoints qui étaient des agas et en dessous les caïds. Alors, il y avait... Alors, et c'est vrai que 90% des Européens d'Algérie ignorent cela. Parce que 90% des Européens d'Algérie vivaient, n'ayant pas peur, dans 10 villes. Le reste est parti à la campagne. Puisque Tati prouve que sur 1 million de pieds noirs, il y avait 70 000 qui vivaient de l'agriculture. Donc, tout le reste, c'était des citadins. Des gens qui vivaient soit dans des villes ou des villages où on vivait avec les Arabes, sans véritablement entrer, parce que les gens, les Arabes avec qui vivaient, c'était pas les 3/4 du temps des notables. Donc, ils vivaient, ils étaient copains à l'école, c'était une petite bourgeoisie musulmane qui était née. Le gars qui est arrivé à être instituteur, etc., même des docteurs, pharmaciens, des gens comme ça, qui eux ne faisaient pas partie de la hiérarchie religieuse musulmane. Type Ferhat Abbas, par exemple. Ferhat Abbas, Fares, ils n'en faisaient pas partie. Les Ferhat Abbas étaient propriétaires immobiliers, mais sur des biens francisés, donc gérés par le droit civil français. Ces notables étaient en fait, ce que je dis toujours, on voyait dans les journaux, entre guillemets, les grands amis de la France. Vous Bachaga Bouhelem, grand ami de la France. Les Bachaga Ben Amina, grand ami de la France. C'était grands amis de la France. Partant de là, comme on travaillait en confiance avec eux, on n'avait aucune considération pendant des années. Il a fallu attendre mai 58 pour qu'il commence à avoir des vraies réformes en profondeur, voulues par les parachutistes du reste, pour une question de quadrillage. Ces grands amis de la France, en fait, il fallait qu'on soit toujours en bonne entente avec eux. Toucher au statut musulman, c'est les toucher à eux. Si on avait supprimé la polygamie et la répudiation, ça a été en Algérie, c'est pas l'Yaoulette du coin qui était touchée par la polygamie, elle n'est pas moyen d'avoir deux femmes. Vrai ou faux? Quant à la répudiation, elle le faisait de temps en temps, mais pour toucher les allocations familiales tout seul, mais c'est une autre histoire. Donc, on ne touchait pas ce statut, et vous évoquez Ferhat Abbas, quand Ferhat Abbas, entre deux guerres, a demandé à devenir français, il s'est heurté à ça. Et c'est comme ça que Ben Badis, le grand penseur des fondamentalistes, dit on ne peut pas être à la fois français et musulman. Pour ça que 10 ans après, on a fait les français musulmans, c'est une autre histoire. Mais c'est là qu'était le problème. Et Ferhat Abbas, lui, était tout à fait pour la disparition de ses privilèges, de ça. Parce que il s'estimait français, du renseignement à Paris. Hein. Bon. Mais on jouait les notables. Pourquoi? Pour des raisons. La première, c'est qu'au départ, je dis toujours, l'Algérie, on l'a perdu le jour du 30 Glorieuses. Parce que Charles X aurait christianisé. Je ne crois pas en Dieu. Mais la force de la religion est énorme. Il est certain que quand on est arrivé en 1830, il y avait 2 millions d'habitants en Algérie. 1 million d'Arabes, 1 million de Berbères. Très peu islamisés. Le bouleversement Louis-Philippe et après Napoléon III et la Troisième République, qui ne voulaient pas entendre parler de christianisation, ont joué les notables musulmans contre un petit peuple. Parce que c'était la base, et très souvent, beaucoup d'éléments francs-maçons. Messali Hadj était franc-maçon. Donc c'est la Troisième République, qu'on soit pour ou soit contre, le problème n'est pas là, c'est l'analyse, la Troisième République laïque et républicaine, qui, en fait, a fait ça. Mais ça a été plus loin. Les lois Combes, qui ont interdit d'apprendre le niçois à Nice, le breton à Rennes, le catalan à Perpignan,
a fait la chose suivante, c'est qu'elle interdit à l'école communale qu'on apprenne l'arabe. Et mon père, qui était d'une génération avant les lois Combes, il a appris l'arabe à partir du cours préparatoire jusqu'en 7e, qui était une excellente chose. Et ça a été... Et ça, je dis tout le temps, l'élément qui a amené cette crise en Algérie, tout simplement parce que c'était des notables qui jouaient avec des notables. La République radicale a été faite de notables. Il ne faut pas raconter d'histoire. Il y a eu très peu d'ouvriers de chez Michelin ou de paysans du fin fond de la Bretagne. C'était des notables. On jouait les notables. À tel point que cette Algérie représentait un double avantage. Quand vous vous présentiez aux élections à Mende, pour citer que Mende, dans le Cantal, et vous étiez battu. Les copains du parti s'arrangeaient pour que vous alliez vous présenter en Algérie. Ce qui fait que 80% des députés européens d'Algérie n'étaient pas d'Algérie. C'était des parachutés qui venaient là. Le plus grand exemple, c'est René Mayer, qui a été président du Conseil, député de Constantine, et il a été président du Conseil, mais il n'était pas du tout constantinois. Bien qu'il ait un nom alsacien, il n'était pas du tout constantinois. Et c'est ça le problème. Alors, on avait les notables, on a joué les notables, en leur gardant les privilèges et leurs droits. Et je le dis tout le temps, et ça personne ne le sait. Un fellah travaillant sur des terres qui appartenaient à Dieu n'était pas payé. Le gestionnaire, le Bachaga, devait le loger, le nourrir, le blanchir dans le gourbier. Ce qui fait que ces messieurs, évidemment, quand les lois sociales ont été appliquées en Algérie, d'abord en 1936, après en 1947, l'ouvrier agricole qui travaillait chez M. Dupont, chez M. Durand, il était assimilé, touché donc, il avait la sécurité sociale, les allocations familiales. Celui qui travaillait chez M. pour nommer Betchaflevgoun à Constantine, il n'avait rien. Mais quand ils allaient au marché du Krobo, d'Ainsmara, à côté de Constantine, il dit, tu as vu comment maintenant, par plaisanterie, on dit, tiens, la sexoc. C'était ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars, sachant ça? Ils se tiraient pour aller travailler chez les Européens ou chez les Arabes qui avaient des biens francisés. Mais les Bachagas, même les plus célèbres, les plus pro-français, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils faisaient pression sur les préfets pour que les préfets interdisent ces mutations. Et monsieur les préfets, ils les interdisaient. Et le plus bel exemple, c'est à Constantine, monsieur Dupuche. Je crois que c'était le plus mauvais préfet qu'on ait jamais connu. Quand vous pensez qu'on envoyait comme préfet dans un ancien département, les 3 grands départements, c'était des proconsuls. Cet homme arrivait là. Il ne parlait pas un mot d'arabe. Encore moins de kabyle ou de tchaouia. Il ne savait pas qu'il y avait des anéphites et des malékites, plus les wahhabites. Il ne savait pas qu'on avait également des mozabites. Il ne savait pas qu'il y avait une grosse communauté juive à Constantine. Il arrivait là, sans rien connaître. Quand le Bachaga Betchaflevgoun est venu le trouver pour dire qu'ils avaient cette hémorragie de salariés, qu'est-ce que vous dites? Laissez-moi mettre une milice armée pour les empêcher de partir. Et le préfet de la République française, Liberté, Égalité, Fraternité, il a autorisé qu'il y ait une milice pour empêcher les gars de partir. Il ne faut pas s'étonner que cette fameuse milice ait constitué par la suite un des bras marchands de la rébellion. Avec les gars qu'ils ont empêchés de partir du reste. Et là, vous avez cette situation. Vous avez cette situation. Et comme je dis toujours, il aurait été logique d'aider le petit peuple, qui était notre vocation, à se libérer. On l'a eu fait en Afrique noire, ça. Les potentats d'Afrique noire, souvent, comme la reine de Madagascar. En Algérie, on les a joués. Et je le dis tout le temps, mais c'est vite vu. C'est vrai que dans ces pays-là, on n'est pas arrivé en face de l'islam. N'ayons pas peur des mots. Mais c'était une féodalité. Et je le dis pour la petite histoire. Les gens me disent, mais qui est Dieu? Bon. Mais j'ai une anecdote qui est vérifiable. C'est que Dieu, en l'occurrence, pour le Constantinois, le Bachaga Betchaflevgoun, 35 000 hectares, dont 20 000 appartenant à Dieu.
et pour, vous êtes assis, dont 10% cultivés. Pourquoi vous vouliez que cet homme se fatigue à cultiver, étant donné qu'il avait un salaire de préfet, payé par la France, une buick, et était tellement aimé de ses corréligionnaires qu'il avait une butte bien blindée. Et que son chauffeur, il y interdisait de dépasser 30 à l'heure. Et quand il passe 30 à l'heure, il donne un coup sur la tête. Et moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est sa petite fille qui me l'a raconté, qui était copine avec une copine à moi. Il les amenait au lycée, des fois elles montaient ensemble dans la voiture au lycée. Sans problème. Vite vu. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la prise de Constantine, c'est en 2 temps. Un premier temps, où les militaires français, toujours aussi futés, ils font confiance à un branquignol qui s'appelait Yusuf, le fameux Yusuf qui est un branquignol. Donc on le veut ou non, envoyé à l'armée française par le B de Tunis, parce qu'il voulait nous détourner de Tunis, c'est pour le perdre de vue, qui était né français à l'époque où l'île d'Elbe était un département français sous Bonaparte Ier. Et le général Lamoricière et Vallée, ils avaient appris, surtout Lamoricière qui avait été un fin lettré, il avait lu dans Salluste, les guerres d'Afrique, que un lieutenant de Scipion avait pris le Cirta en passant par un petit chemin de chèvre. Donc, le grand vizir, qui s'appelait simplement M. Levgoun, le grand vizir, parce que le B était parti, il avait pris la fuite parce qu'il a dit une fois ça marche, la deuxième fois ça ne marchera pas. Il, par l'intermédiaire de juifs qui étaient dans la ville, il prend la Mauricière et ils prennent contact avec ce grand vizir. Parce que l'histoire de la brèche, là aussi, est un peu une légende du grand vizir. Le grand vizir, il dit « Oui, moi je veux bien, qu'est-ce que vous me donnez si je vous donne le chemin ?» Et le grand vizir, il dit « je voudrais les biens du B. » La Mauricie, top là, d'accord. Dans ces biens du B, il y avait 30 000 hectares, dont 20 000 qui appartenaient à Dieu. Il y a eu une mutation de gestionnaire. Et ils lui ont donné, il a donné le chemin, qui a permis à une colonne, un commando, comme on dirait aujourd'hui, de passer par chemin de chèvre, de prendre à rebours les Turcs, car il n'y avait, il faut bien dire, que les Turcs qui défendaient Constantine. Que les Turcs. Il y a eu la fameuse brèche, la suite, et ils sont rentrés dans Constantine. Et il y avait au musée de Constantine, quelque chose dans une des salles, une série de petites pointes sèches qui a été fait par un gars à l'époque, qui montrait ce commando qui était rentré par les ruelles, par derrière. Et il y avait que... Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une partie de ces Turcs ont opté pour la France et sont faits chrétiens. Qui vivaient, donc, dont les descendants vivaient à Constantine.